il y a 15 ans, il y avait un style qui était globalement plus chic, un peu plus sexy, je dirais, pour l'homme, tu vois, avec ce côté presque un peu alpha, tu vois. J'étais au lycée et c'était le gros boom de plein de micro-styles et contre-cultures. C'est une période d'euphorie, une période fast, une période de logo, de consumérisme, de recherche d'exutoire. C'était vraiment un grand mouvement de solidarité masculine, en gros, qui disait nous aussi on a le droit de s'habiller. Cette année, Bonne Gueule fête ses 15 années d'existence. 15 ans, c'est l'âge des interrogations, des questions existentielles, l'âge où l'on se cherche. Alors nous aussi, on a fait notre petite crise d'ado et on a regardé en arrière pour se demander d'où l'on venait. C'était comment la mode il y a 15 ans? Pour le savoir, on a remonté le temps jusqu'en 2007. Moi, il y a 15 ans, je m'habillais, je pense, un tout petit peu plus habillé que maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un blazer et une chemise pour l'occasion, parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans, je mettais quand même pas mal de blazers et de chemises, j'aimais bien ça. Il y a 15 ans, j'avais 16 ans, j'étais au lycée et c'était le gros boom de plein de micro-styles et contre-cultures, genre le style emo, le style fluo kid, on n'est pas très fiers, mais qui a existé. En 2007, j'avais 18 ans. En 2007, je ne m'intéressais pas du tout aux vêtements. Pas du tout. Enfin, je m'intéressais aux vêtements qui avaient de l'importance pour quand on est dans un milieu de lycée, c'est-à-dire les vêtements de groupe. Quand on avait du Eastpak, on portait des Puma Mostro et Sparco, je pense. Il y avait beaucoup moins de casual, très peu de t-shirts, très peu de sweats. Il y a 15 ans, tout ça, il y en avait pas tellement, quoi. Donc ouais, j'avais un style un peu plus habillé, un peu plus chic, je dirais. Et là, je me suis un petit peu décontracté au fil de toutes ces années. Aussi très inspiré par les hit girls de l'époque, les Paris Hilton et Lindsay Lohan et les Sienna Miller, etc. Et donc c'était une sorte de patchwork de tout ça. Je sais pas si c'était réussi. Je crois que pour l'époque c'était cool, mais quand je vois les photos maintenant, c'est... non, plus jamais. Mon style, c'était quoi? C'était ce que je trouvais par-ci par-là. Franchement, il n'y avait pas de construction particulière, il n'y avait rien. C'était le néant en fait, de mon point de vue. Avant d'arriver dans nos placards, les tendances naissent sur les podiums. Et les grandes maisons de couture donnent le ton, portées par des figures comme Hedi Slimane, le directeur artistique de Dior Homme dans les années 2000. On couronne un style à la fois habillé et extravagant. C'est Hedi Slimane qui arrive avec cette silhouette qui est très affûtée, très effilée, avec des pièces tailleur aux épaules très étroites, des manteaux bien ajustés, et un certain romantisme, tu vois, dans ces silhouettes. Une certaine sensualité, mêlée à du rock, etc. Donc c'était un mélange qui était assez détonnant pour l'époque. En face, tu avais Givenchy aussi, qui avait un style extrêmement parisien, tu vois, qui est à milieu du Givenchy qu'on connaît aujourd'hui avec la tête de chien, etc. Donc qui était un style beaucoup plus habillé, pour un homme, je dirais, beaucoup plus urbain, citadin, beaucoup plus élégant. C'est la période du bling, c'est la période du show-off, c'est la période du porno plus ou moins chic, c'est une période d'euphorie, une période fast, une période de logo, de consumérisme, de recherche d'exutoire, de liberté, voire de provocation. Et là, c'était vraiment l'âge d'or du slim, explosion des matières stretch, les fameux blazers avec des bras très fins, des manches coupées très fines, les épaules vraiment bien étroites qui te prennent bien, un dos parfois un peu trop serré d'ailleurs, des vestes très courtes, enfin, c'était vraiment le glam rock. Dans toute sa caricature, on va dire, dans tous ses excès. Dans les créateurs, moi je pense surtout à Galliano, qui à cette époque-là, du coup, était chez Dior Femme, et qui était vraiment un créateur incroyable, qui avait sorti les imprimés papier journaux, des trucs vraiment qui respectaient quand même les codes de la maison Dior, mais qui étaient totalement farfelus, ça partait dans tous les sens, et je trouve que ça représente bien un peu aussi cette époque-là. C'était Bill Tornade, c'était l'époque des grands jeaners aussi, Diesel, Ripley, Energy, G-Star aussi, c'était vraiment leur époque. Il y avait, bon, moi ensuite, dans mon goût à moi d'événements plus qualitatifs, voilà, il y avait Bill Tornade, il y avait Melinda Gloss aussi, avec qui j'ai des souvenirs assez incroyables, il y avait Marchand de Drapier, il y avait Rensen aussi, l'une des premières marques en France à proposer des jeans fabriqués au Japon avec des toiles japonaises. Dans les marques prêt-à-porter, donc American Apparel, c'était la marque à avoir. Ils avaient sorti une pièce qui s'appelait le Disco Pants, qui était le pantalon le plus étroit et étriqué et moulant de la Terre.
C'était une sorte de lycra brillant, hyper taille haute. C'était le pantalon, quand tu l'enlevais, tu avais les traces des coutures sur tes jambes. C'était incroyable, franchement, mais c'était fou. Et il était décliné dans toutes les couleurs. Pour le côté plus rock, plus... ouais, pas forcément que emo, mais aussi glam rock, toute la période un peu Strokes, Bébé Brune, etc. Il y avait Chip Monday, qui était, je crois, une des marques de jeans les plus vendues à ce moment-là. Je sais pas si tu vois, l'étiquette, c'était avec une petite tête de mort. La mode masculine vit un grand tournant. L'homme a gagné désormais le droit de s'habiller. Style de vêtements, matière, couleur, l'offre s'élargit et les esprits s'émancipent. Moi, j'étais très friande des magazines de mode, je dévorais, je lisais toutes les pages des looks de stars décryptés, etc. Et ce qui était assez étonnant, c'est que tu n'avais pas vraiment de juste milieu au niveau des vêtements. C'est où tu avais des pièces très skinny, serrées, donc les pantalons cigarettes ultra serrés, les leggings, je sais pas, les petites ballerines étriquées un peu pointues, les stilettos très pointus, ou alors des mini bustiers très petits. Et à l'inverse, tu allais avoir les lunettes oversize, c'était vraiment là où ça a explosé, quoi, les lunettes XXL, les hit bags, donc les gros sacs. Un sac qui était hyper populaire, c'était le Downtown d'Yves Saint Laurent. C'était un énorme sac rock que Kate Moss avait dans toutes les couleurs et tous les mois dans tous les magazines, elle avait cet énorme sac mixé à son minuscule jean. C'était le retour en grâce du menswear, hashtag menswear, sur les internets. Et en fait, c'était vraiment un grand mouvement de solidarité masculine, en gros, qui disait nous aussi on a le droit de s'habiller. Et là, c'était un retour du tailoring plutôt. C'était vraiment pour moi, ce tournant-là, et le tailoring, ça veut dire, en fait, c'est pas au hasard, c'est que le tailoring, c'est en gros le maximum d'élégance, on peut pas ne pas être d'accord, mais le maximum d'élégance qu'un homme peut avoir, en gros, c'est par le tailoring qu'il va se l'approprier, enfin qui va l'atteindre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a à ce moment-là Hedi Slimane avec ses costumes, on a et des silhouettes qui sont très précises. Parce que maintenant on se dit voilà, on veut prendre soin de nous, on veut bien s'habiller et on veut que ça se voit. Maintenant le client est quand même plus exigeant, il veut sur du 100% coton, plus de texture, parfois plus de choix de couleurs aussi, donc je dirais que on continue à utiliser du coton, de la laine, mais dans les mélanges ça s'est beaucoup plus étoffé, je dirais. Et tu as aussi effectivement l'explosion de l'utilisation de matières techniques, qu'il y avait, j'ai l'impression, beaucoup moins avant. L'homme avait droit à une palette de couleurs qui était très restreinte. C'était du noir, c'était du gris, c'était du marron foncé peut-être, enfin c'était des couleurs qui ne le sortaient pas, puisque en fait on estimait que l'homme ne pouvait pas s'attacher aux vêtements parce que c'était frivole en fait. C'est pour la femme en fait qui va avoir le temps de penser à comment elle s'habille, etc. Non, l'homme est sur des questions sérieuses, donc il porte toujours le même costume cravate, il est bleu marine, etc. Tout ça, c'est parce que les marques faisaient ce genre de couleurs, parce qu'elles pensaient que l'homme ne consommait que ça, donc elles lui proposaient que ce genre de couleurs, et donc c'était un cercle vicieux, si on veut. Alors après, maintenant que je suis un peu dans les coulisses d'une marque, je vois aussi que nous, on fait pas mal de couleurs, on ne fait pas énormément de couleurs, mais on en fait quand même pas mal, plus qu'avant. On est sorti du bleu, du gris, etc. Mais on se rend compte aussi que l'homme, qui frappe à la porte de la boutique, il vient parce qu'il a vu dans la vitrine un superbe pantalon jaune, jaune beurre frais, mais quand il entre, il dit « Ah, c'est super, j'aimerais beaucoup porter ça. » Mais en fait, je vais prendre le même en bleu marine, parce que c'est ce que je porte d'habitude. Donc en fait, on a surtout c'est surtout une ouverture, comment dire, cette ouverture-là, elle se traduit surtout dans l'esprit. Maintenant, avant, quand un homme s'habillait en 2010, etc., quand un homme s'habillait de manière un petit peu frivole, on disait qu'il était métrosexuel, on disait qu'il était excentrique. Je sais pas si j'aurais pu m'habiller comme ça, enfin j'aurais pu bien sûr, mais c'était pas l'habitude de voir des hommes habillés comme ça. Et maintenant, je pense que même les gens qui s'en foutent de la mode, eh bien maintenant portent plus tellement ce jugement-là, puisque on a plus l'habitude de voir des hommes qui régulièrement dépassent les limites qui étaient fixées avant, donc la couleur y compris. Ça a été porté par justement une catégorie de population qui voulait retrouver sur les podiums ce qu'elle vivait dans la vraie vie. D'où maintenant la présence de doudounes, de sweatshirts,
de bananes, de sacs à dos, de jogging, de sneakers. On les retrouve maintenant dans une version qui est devenue la version de référence, la valeur sûre. Le street, la culture street, elle a envahi tous les univers de la consommation parce qu'on est à la recherche de coolitude, on est à la recherche de, pas forcément de laisser aller, mais d'un certain confort. On n'a plus envie de se prendre la tête et notamment les jeunes générations ont envie de retrouver au quotidien ce bien-être et cette satisfaction. On portait des trucs sur les tapis rouges, les stars. Avec du recul, quand tu regardes les tapis rouges de 2007 ou 2008 ou cette époque-là, c'était hardcore. Mais au moins, les gens s'amusaient, les gens testaient des choses. Et il y avait, je pense, maintenant c'est peut-être un peu trop cadré. C'est sur Instagram, ensuite on va voir les photos. Donc nanani, nanana, faut que ce soit parfait. Les stars ont un styliste et tout. En 15 ans, le glam rock chic a laissé peu à peu sa place à un style notamment beaucoup plus casual. Mais la grande révolution a avant tout eu lieu dans les modes de consommation du vêtement, avec de nouvelles logiques entre les marques et le client que nous verrons dans l'épisode 2 de cette série. D'ici là, n'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires quel était votre style il y a 15 ans, et si la vidéo vous a plu, à la liker et à vous abonner.